On est en phase de préparation du budget 2019. Alors le gouvernement, le président de la République disent il faut dépenser mieux, peut-être moins aussi. Avec Valérie Rabault, députée de la Nouvelle Gauche du Tarn-et-Garonne et qui est présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, nous allons parler de tout ça parce qu'elle connaît ça par cœur. Valérie Rabault, bonjour. Bonjour. Vous connaissiez par cœur parce que vous êtes l'ex-rapporteuse générale du budget. Alors, avant de passer aux questions de gros sous, là, on est dans une période qui semble peut-être dramatique pour l'Europe, qui est face à une crise des migrants énorme. Est-ce que vous pensez que l'Europe va pouvoir trouver les solutions, la clé à cette crise qui bouleverse y compris le paysage politique de chacun des pays? Vous avez parfaitement raison sur votre constat. Quand il y a la crise économique et financière, l'Europe a fini par réagir au bout d'un an. Ouais. Là, la crise des réfugiés a commencé il y a bien 4-5 ans. Ouais. Et l'Europe n'a toujours pas émis le début d'une solution. Ouais. Ce qui est dramatique. Quand on est confronté à un problème humain et de cette ampleur-là, on doit se poser. Il n'y a que l'Europe qui peut résoudre cette question-là, que l'Europe. Donc là, effectivement, il y a un sommet de la dernière chance ce week-end, parce qu'on sait que selon les solutions qui seront adoptées, ça peut faire exploser la coalition de Mme Merkel. Ouais. Ça peut aussi, s'il n'y a pas de main tendue vers l'ensemble des pays qui font le plus d'efforts aujourd'hui, ça peut les inciter aussi à des solutions peut-être plus radicales. Donc il y a une vraie responsabilité que doit prendre l'Europe. Emmanuel Macron. Le président de la République, dimanche dernier, à cette forme de mini-sommet un peu organisé, il a fait une conférence de presse pour ne rien dire. On voyait bien qu'il était très embêté, qu'il est dans un corner, et je pense qu'effectivement, c'est difficile d'en sortir. Donc, encore une fois, c'est comme au rugby. Ouais. Au rugby, il faut garder le ballon. Alors, Sinon, on sent l'élu du Tarn-et-Garonne. il faut garder le ballon. Et là, le président de la République a perdu le ballon. D'accord. Donc, c'est jamais un bon moment du match à ce moment-là. D'accord. Alors, sur le plan des finances publiques, puisque j'en parlais au début, je ne sais pas s'il a perdu le ballon, la Cour des comptes doute en tous les cas, elle a rendu un rapport hier, et elle doute que ce gouvernement puisse faire des économies budgétaires qui sont appelées de ses voeux à la Cour des comptes et aussi des voeux du président de la République. La Cour des comptes n'a pas à appeler de ses voeux des baisses de dépenses publiques. Ouais. Elle a à dire, vous avez pris des engagements, est-ce qu'ils sont oui ou non respectés? Ouais. Bon, par contre, elle peut dire, vous avez pris des engagements et vous ne les respectez pas. Ce qui est en train de se passer avec l'actuel gouvernement qui, effectivement, en baissant les recettes publiques, a dit, pour équilibrer, pour faire en sorte que j'atteigne mes objectifs de déficit, il faut que je baisse les dépenses publiques. Sauf que pour l'instant, il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait. Il l'a fait sur certaines prestations sociales, comme les APL. 10 euros. Pendant l'été dernier. 5 euros l'été dernier, 5 euros cette année. 5 et 5, ça fait 10. Donc 10 euros de moins en moyenne pour 6,5 millions de personnes qui perçoivent les APL. Alors, on va parler de la philosophie générale. Deux petites questions avant, parce qu'il y a deux points sur lesquels la Cour des comptes se focalise, notamment. D'abord, elle dit la taxe d'habitation, si elle est supprimée, on ne voit pas comment le gouvernement va trouver les ressources pour combler ce manque à gagner. Elle a raison. Elle a raison. La Cour des comptes a raison. Vous étiez contre le principe de cette taxe de la suppression de cette taxe d'habitation? La taxe d'habitation est injuste parce qu'elle ne dépend pas du revenu et que les valeurs locatives n'ont pas été réévaluées depuis 1970. Pour autant, la solution choisie par le gouvernement est encore plus injuste. Parce qu'ils ont mis un montage qui est quand même assez compliqué, où ils vont rembourser aux communes une partie du manque à gagner pour elles, mais le remboursement sera d'autant plus élevé que le taux de taxe d'habitation était plus élevé. Autrement dit, vous remboursez beaucoup les communes qui avaient mis des taux élevés. Et les maires qui avaient fait attention à ne pas trop augmenter leur taxe d'habitation, eux vont être pénalisés. Vous vous rendez compte de... Mais c'est une entourloupe. C'est une entourloupe extrêmement injuste. Deuxième point que pointe la Cour des comptes, c'est l'impôt à la source qui a été décidé par le président précédent. Il dit que ça pourrait aussi flotter et coûter 2 milliards d'euros à l'État. Alors moi, j'ai pas vu l'évaluation précise. C'était une bonne idée de faire ça. Écoutez, je ne suis pas la meilleure défenseuse de cette mesure. Voilà. Vous étiez contre. J'ai tiré un certain nombre de points d'alerte. Maintenant, je comprends aussi, dans toutes les démocraties, les États-Unis, l'Allemagne, tout le monde fait l'impôt à la source depuis le milieu des années, vers les années 1950-1960. Effectivement, nous allons devenir le seul pays avec un système de conjugalisation, c'est-à-dire que votre taux d'imposition, c'est le taux qui dépend du ménage et pas des taux individualisés, qui va avoir le prélèvement à la source. Voilà. Donc c'était un petit point que j'avais soulevé. D'accord. Alors, les dépenses. On parle des dépenses. Le gouvernement dit
il faut faire des économies, il faut dépenser mieux. D'abord, est-ce que ces prévisions prennent en compte une croissance qui pourrait un peu s'essouffler? Non. Non, c'est ce que dit la Cour des comptes aussi. Oui, la Cour des comptes le dit, bien sûr. Et vous pensez que cette croissance va ralentir ? Ce qui est dommage, c'est que la Cour des comptes n'ait pas rendu hommage au précédent gouvernement, qui lui avait été très prudent. Ouais. Il avait construit son budget sur une prévision de croissance à 1,5%, ouais, qui s'est au final traduite par une croissance à 2,2%. Ouais. C'est dommage qu'il n'ait pas signalé que le précédent gouvernement avait été très prudent. Ouais. Là, effectivement, on voit que la croissance sera sans doute inférieure à celle qui a été utilisée pour construire le budget. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est qu'effectivement, en faisant des baisses d'impôts, il y a moins de recettes dans les caisses de l'État. Et le gouvernement disait, je vais les compenser par des baisses de dépenses. Bon, là, il est très embêté parce que je vois bien qu'il ne sait pas comment faire. Vous redoutez qu'il y ait des baisses de dépenses, notamment sur les aides sociales ? Il va faire des baisses de dépenses. S'il utilise la même méthode qu'à l'été dernier, ce sont les aides sociales qui seront celles en ligne de mire de ce gouvernement. Lesquelles ? La prime d'activité. La prime d'activité, on a tout entendu. Le RSA. La prime d'activité, on a tout entendu. Pendant la campagne électorale, le candidat Macron a dit « c'est génial la prime d'activité, je vais l'augmenter de 50%. » En septembre dernier, « non, on ne va pas l'augmenter de 50%, on l'augmente de 20 € par mois, mais seulement à partir du mois de novembre 2018 ou octobre 2018. » Et puis là, tout d'un coup, on nous dit « ouh là 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 là, c'est peut-être… » C'est une politique de gribouille ? C'est un peu une politique de gribouille. Bon. Vous voyez, chaque semaine, il y a une annonce, puis il y a l'annonce contraire, et puis on ne sait pas où on va. Il faut toucher aux aides sociales. Parce qu'en fait, ils disent la tubulure, elle est mal foutue, c'est une usine à gaz, et en fait, l'argent ne va pas là où il devrait aller. Non, mais où il va. Ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Encore une fois, quand on veut rendre les choses lisibles, la prime d'activité, c'est très lisible. Vous utilisez votre smartphone, vous rentrez vos ressources et vous savez tout de suite si vous y êtes éligible ou pas. C'est quelque chose de très… Là, ça a été vraiment modifié de manière efficace. La France dépense trop, non ? Mais la France ne dépense pas trop. La France dépense par rapport aux objectifs qu'elle se fixe. Nous, on veut avoir un hôpital public. On a un système de protection sociale, des écoles publiques. On a un système de protection sociale qui est regardé par le monde entier. Donc forcément, ça coûte de l'argent. Mais ça, c'est un pacte que nous avons fait pour assurer la cohésion du pays. D'autres pays ont fait d'autres choix. Donc il faut regarder… Mais ça ralentit l'activité économique quand même. Parce que ça prélève de l'argent aux contribuables. Cet argent qui pourrait circuler dans une économie, je dirais, productive. Quand vous assurez un minimum de revenus à chacun, ça permet à chacun de dépenser, de consommer et donc de participer à la relance de la machine économique. On l'a vu pendant la crise de 2008, la France a moins chuté que d'autres pays parce qu'elle avait des amortisseurs qui se sont avérés extrêmement puissants. Vous redoutez que la prime de réversion, donc c'est les retraites des personnes décédées qui vont aux survivants mariés, vous redoutez que ça soit… Je redoute beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On l'a vu, la CSG a créé un appauvrissement de certains territoires, notamment ceux qui comptent plus de retraités en proportion que la moyenne française. C'est le cas de mon département. 40 000 retraités ponctionnés, 8 millions en France. Et donc, on risque d'avoir un schéma sans doute similaire sur la pension de réversion. Le budget va être difficile à boucler pour le gouvernement. Pour l'instant, il n'est pas bouclé. Les équations ne matchent pas. Les équations ne matchent pas. Vous ne le voterez pas, ce budget, de toute manière. Non, mais on ne l'a pas voté. Le précédent, non, bien sûr. Mais là, je constate quand même que, malgré toutes les bonnes paroles, les équations ne matchent pas. D'accord. Donc, il y a beaucoup de gesticulations et peu d'actes, pour le moment. Il y a beaucoup de gesticulations, d'annonces et d'annonces contraires. C'est un président des riches ? Donc, à la fin, pour s'y retrouver, c'est compliqué. C'est un président des riches ? C'est un président qui a mis en place des mesures qui favorisent les patrimoines les plus élevés. D'accord. Alors, il y a un rapport qui vient d'être remis, il y a des rapports dans tous les sens sur l'assurance maladie, mais c'est le rapport annuel. Oui, c'est le rapport annuel. Qui dit, comme d'habitude, il faut faire des économies à hauteur de 2 milliards, je crois, et qui préconise plus de prévention, plus de chirurgie ambulatoire. Comment on fait ? Parce qu'on dit qu'il faut dépenser moins, et néanmoins, on dit que le système se disloque. Les hôpitaux sont encombrés, la médecine de ville marche mal, il y a des déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut arrêter de faire les choses par chacun dans son silo et de ne pas regarder ce qui se passe à côté. Faire de l'ambulatoire, c'est très bien dans certains cas. Parce que c'est vrai que ça baisse les dépenses qui sont afférentes aux opérations. Mais si faire de l'ambulatoire pour des personnes qui vivent à la campagne, qui sont seules, qui n'ont pas de famille, c'est prévoir du transport, c'est prévoir des visites. À la fin de la journée, il faut faire un compte global, ce qui n'est pas fait. Voilà, ce qui n'est pas fait. Il n'y a pas d'approche globale. Pareil, les urgences. Et pourquoi on ne fait pas ?
C'est parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai pilote à la tête d'un ministère. Mais attendez, on a un ministre de la Santé, Oui, mais qui gère l'ensemble. C'est-à-dire que vraiment, on se positionne à la fois sur la partie finance, qui est quand même bien gérée par Bercy. Et ça, c'est Bercy, ça, oui. Mais oui. Il faut avoir une vision globale. Il faut donner plus d'autonomie à la santé. Et ce qui est dans un cadre défini. Oui. Mais il faut qu'on puisse effectivement bouger des lignes et peut-être lancer des expérimentations. Vous avez des collectivités qui aujourd'hui, parce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas être en libéral. Oui. C'est leur choix, c'est une évolution de la société. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un constat aujourd'hui. Donc vous avez des collectivités locales qui ont décidé, écoutez, les maisons de santé. Maisons de santé, et on va même salarier des médecins. C'est des expérimentations qui sont lancées aujourd'hui sur les territoires. C'est une question, ça publicise, si vous me permettez l'expression, la médecine française. Non? Ça l'étatise? Non. Ça répond à une évolution qui est de dire tout le monde ne veut pas s'installer en libéral. Et vous avez des territoires dans notre pays qui n'ont plus de médecins, tout simplement parce que certains ne veulent pas s'installer tout seuls. Soit ils veulent s'installer en équipe, là les maisons de santé y répondent, soit tout simplement certains ne veulent même pas du statut de libéral. Il faut entendre cette évolution de la société. Ouais. Et vous estimez que Mme Buzyn, par exemple, qui est la ministre de la Santé, elle y répond n'est pas à l'écoute? Elle est peut-être à l'écoute, mais ce qu'on lui demande, ce n'est pas d'être à l'écoute. Ça, c'est la première condition, c'est d'avoir des solutions à mettre en œuvre. Ouais. Et là, ça patine un peu. Et c'était mieux avec Marisol Touraine, quand elle était ministre de la Santé? Marisol Touraine, déjà, elle a fait passer le nombre de maisons de santé à 1000 en l'espace de 3 ans, ce qui n'était jamais arrivé dans le paysage français. Donc il y a eu des étapes qui ont été franchies de manière assez rapide. Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Vous êtes optimiste pour la suite de ce quinquennat en termes justement de finances publiques? Je pense que pour l'instant, les choses ne sont pas bouclées. Voilà. Elles ne sont pas bouclées. Et c'est toujours dangereux. Parce qu'en matière de finances publiques, il y a un diable qui est dans le détail, puis en général, c'est un gros diable. On est avec Valérie Rabault, qui est députée de la Nouvelle Gauche. C'est comme ça qu'on appelle le Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Socialiste. Ça ne vous plaît pas, Nouvelle Gauche? Non. Ah bon? Et vous avez accepté quand même? En plus, vous êtes la présidente du groupe. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des évolutions. Bon, alors, présidente socialiste, monsieur Olivier Faure, vous pouvez l'entendre. Et on continue avec vos questions, chers internautes. Jérémy Pontieux est parmi nous, bonjour. Bonjour. Alors, les questions. Bonjour. Alors, première question, les logements vacants se multiplient en France. 23% de la croissance du parc immobilier est due à la hausse du nombre d'habitations vides. Géril nous demande si vous pensez réellement que la loi Elan, visant à simplifier les choses, permettra de résoudre ce problème. Alors, la loi Elan pose plutôt la question de transformation des bureaux vacants en habitation. En faisant, ce qui est plutôt une bonne chose, ça. C'est une bonne chose, sauf qu'il y avait des clauses qui permettaient de dire qu'il faut quand même en profiter pour faire du logement social, puisque c'est là que la demande est très importante. Et toutes les clauses de la loi Elan ont sauté, c'est-à-dire un peu des pare-feux, si vous voulez. D'accord. Tout ça, ça a sauté, donc je ne suis pas sûre que ça réponde à la question. Ni de notre internaute, ni du fait que, pour le coup, on a un manque de logement social, donc il faut qu'on puisse avoir des transformations. Et le gouvernement va dans le sens contraire. Il dit aujourd'hui, on vend 8 000 logements sociaux par an. Notre objectif, et c'était son seul fil rouge, c'est d'en vendre 40 000. Mais ça ne répond pas à la question de d'un côté de la demande de logements sociaux, et deux, vous avez effectivement un certain nombre de logements qui sont vacants, mais qui ne sont pas forcément sociaux. Comment pallier peut-être à ces logements vacants? S'il y a une proposition à faire, il y aura peut-être une seule. Oui, mais là, la question qui était posée, c'était est-ce que la réponse est non. Exactement. Vous avez relayé sur Twitter une de vos propres déclarations, c'était privatiser Aéroport de Paris ferait de la France une exception en Europe. Il y a Alexis Comte qui lui dit on peut voir le résultat des privatisations avec les autoroutes. Cette logique est encore une réponse aux incitations venues de Bruxelles. Il n'est pas très convaincu. Quel sens pour vous pour la privatisation de l'Aéroport de Paris? Quel intérêt ça aurait? Non, mais moi, je pense qu'il faut que les deux secteurs cohabitent, le secteur public et le secteur privé. Seulement, il y a des secteurs comme les infrastructures qui doivent être à la main de la puissance publique. Pourquoi? Parce que c'est stratégique. Mais c'est stratégique. Si vous avez un investisseur qui achète Aéroport de Paris, qui dit « moi, je veux faire atterrir que China Airlines et Air France, je le mets à des horaires que personne ne veut plus prendre ». Enfin, on est quand même chez nous. Oui, mais donc il faut des cahiers des charges qui les obligent à certaines choses. Qui les obligent, vous le connaissez, vous, le cahier des charges? Non, absolument pas. Voilà. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est de garder tous les pays en Europe, à part le Royaume-Uni, mais qui ne fait plus partie de l'Union européenne, tous les pays en Europe gardent la main sur leurs aéroports, que ce soit les villes ou les régions qui soient actionnaires. C'est le cas en Allemagne. Vous prenez Hambourg, vous prenez Munich, vous prenez Francfort, c'est le cas. Et on serait une exception. Là, on parle de Paris. Là, c'est une très mauvaise pente. Ça déjà le cas à Toulouse, d'ailleurs, et à Nice. Je peux vous dire, moi, je prends l'aéroport à Toulouse. Avant, on arrivait pile poil devant sa ligne pour prendre l'avion. Maintenant, il nous faut faire tout un tour pour passer dans des boutiques. À cause de la privatisation. Bien sûr. Bien sûr.
Le dernier épisode de Grève cadencée, commencé il y a 3 mois, se termine et Philippe H tire un bilan. Lui dit, mis à part que les nouveaux embauchés n'auront plus le statut de cheminot, le gouvernement a cédé sur tout. Quel est le bilan que vous tirez, vous, de ces 3 mois de grève, ouais, de ces avancées? Je pense qu'on est en France, on sait que certains diront on commence par faire la grève, on négocie après. Sauf que là, dans l'affaire, celui qui a refusé de négocier, c'est le gouvernement. Parce que plutôt que de définir un objectif global sur l'offre de mobilité, plutôt que d'enclencher la négociation sur la convention collective pour la SNCF, il dit je vais d'abord faire passer la loi qui va changer le statut des cheminots. Alors là, c'est quand même vraiment prendre les choses en sens inverse. Après, il ne faut pas s'étonner évidemment, il y a une réaction. Mais vous ne pensez pas que cette convention collective qui relève de la discussion entre la direction et les salariés, elle soit justement assez favorable aux salariés pour faire passer la pilule, si vous me permettez l'expression? La négociation n'est pas finie, elle va se finir en septembre. Oui, mais vous trouvez justifié que certains syndicats continuent ce mouvement social, CGT, Sudrail? Moi, ce que je regrette, c'est que pour l'instant, les négociations ne se poursuivent pas sur la négociation de la convention collective. Je pense que faire les choses dans l'ordre, ça aurait été 1, faire la loi mobilité, 2, négocier la convention collective. Encore une fois, nous, quand nous étions en responsabilité, en 2013, nous avons traduit dans la loi ce que les partenaires sociaux avaient négocié. Quand on veut faire du vrai dialogue social, on fait d'abord la négociation et ensuite la loi. Là, ils ont fait la loi et puis ils tentent de faire la négociation et ils s'étonnent que ça ne fonctionne pas. C'est généralement la méthode employée par Macron depuis le début, non? Oui, mais je n'ai pas dit que c'était une bonne méthode. Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Je vous remercie de me la poser. Joël Griot dit qu'il faudrait parler aussi de nos retraités qui ont une petite retraite et où les fins de mois sont difficiles. Ils se demandent justement... Quelles sont les propositions pour vous pourriez faire pour aider les retraités et leur situation? Il y a 14 millions de retraités en France, il y en a 8 qui se sont vus ponctionnés par la hausse de la CSG. Donc ils ont vu leur pouvoir d'achat baisser entre 200 et 400 euros en moyenne par an. Bon. Nous étions contre. Ouais. Nous avions déposé des amendements qui étaient de dire si vous voulez augmenter la CSG, il faut le faire à partir d'un seuil qui fasse en sorte que chacun puisse payer une maison de retraite et que ce montant-là ne soit pas touché par la hausse de la CSG. Ouais. Ce qui était assez logique. Voilà, chacun peut se représenter ce qu'est le prix d'une maison de retraite. Le gouvernement a balayé ça d'un revers de main. Le MoDem aussi. Et je m'aperçois que hier, aux questions gouvernement, le MoDem a dit « Ah oui, quand même, la hausse de la CSG sur les retraités, c'est quand même problématique. » Et bien sûr que c'est problématique. Et alors, deuxième sujet toujours sur les retraités, c'est que vous avez des femmes qui ont 700 euros de retraite par mois, qui pensaient effectivement ne pas être touchées par la hausse de la CSG, mais comme en France, on vit de manière... Quand on est marié, c'est le revenu de l'ensemble qui compte. Même à 700 euros par mois, elles ont vu leur retraite baisser de 30 ou 25 euros sur le mois. C'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux, sincèrement. Et surtout que plane maintenant l'histoire de la pension de réversion. Et en plus, vous avez là-dessus qui se rajoute la pension. Souvent pour ces femmes-là, justement. Et ce sont toujours les mêmes qui sont concernées. On était avec Valérie Rabault. Merci Valérie Rabault de vous être prêtée à ce jeu des questions-réponses. Merci Jérémy Pontieux de vous être fait le traducteur de nos internautes. Et à demain pour de nouvelles aventures.